transparence, il n'y a aucune liberté électorale. Et au final, avoir des élections qui sont proclamées dans le doute généralisé, si bien que très peu de population se déplacent aux urnes. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est le taux de participation exact, mais de ceux qui les voient dans les circonscriptions les plus vues, c'est-à-dire ceux qui sont dans les grandes villes, on se retrouve avec des taux de participation de 15-20%. J'ai vu des taux de participation lors de l'élection présidentielle de 2021. J'ai vu des documents de taux de participation qui n'atteignaient même pas 10%. Donc, si on n'arrive pas à régler ces problèmes-là, il n'y aura jamais d'élection crédible. Le président de la République est resté au pouvoir beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Il ne s'agit pas de dire, oui, mais si le travail continue. Le travail ne s'arrêtera jamais. Le développement d'un pays ne s'arrête jamais. Il y a toujours des choses à faire. Mais au moment où nous en sommes, nous sommes dans une espèce de fin d'un cycle. Peut-être ça fait 10 ans que nous sommes dans la fin de ce cycle. Bonjour Hervé Maïka, vous êtes diplômé des Sciences Po, essayiste, consultant spécialisé dans l'économie de développement et la gouvernance. Ancien conseiller à la fonction publique sous Guy Brice Parfait Kolela, en 2016, vous avez assuré la direction de la campagne présidentielle du général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous êtes également auteur de L'Afrique, une promesse, comment l'Afrique s'éveillera. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour décrypter le message de Denis Sassou Nguesso à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Merci de votre invitation à participer à cette émission. Je suis là avec vous pour décrypter effectivement cet anniversaire. Dans la présentation, un petit détail a été omis après. On m'accusera dans la biographie de l'avoir omis exprès parce que non, je suis également diplômé de l'École nationale d'administration de la République française, dit l'ENA, promotion Émile Zola 2009, cycle long, cycle normal. Voilà. Merci, Monsieur Maïka. Bonjour, bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir encore choisi Teler TV. Si vous nous rejoignez pour la première fois, soyez les bienvenus, mais surtout ne manquez pas de vous abonner pour être prévenus de nos prochaines émissions. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Maïka, plus d'un demi-siècle d'indépendance pour le Congo-Brazzaville. Quel bilan dressé de manière générale? Le bilan du président Denis Sassou Nguesso est un bilan mitigé, comme il ne peut que l'être au bout de tant d'années d'exercice du pouvoir. On ne peut pas de manière radicale non plus dire que rien n'a été fait, que le Congo est resté au même niveau. Non. Soyons honnêtes, on ne peut pas ne rien faire. Le pays fonctionne, il y a des choses qui sont faites. Mais en même temps, il y a des manquements qui restent énormes. Et on va plutôt insister sur les manquements pour la simple raison que l'occasion est très peu donnée d'en parler. Les médias locaux n'en parlent pas. Les Congolais ne sont pas informés en dehors des rumeurs. Donc, malheureusement, ce n'est pas par mauvaise foi, mais il faut bien parler de ces manquements-là aussi parce que parler du bon côté, le régime s'en charge lui-même. Alors, dans son message, bien sûr, relative à la célébration du 62e anniversaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit, très laconique d'ailleurs, hein, curieusement, parce que d'habitude, il était habitué à des discours, mais vraiment kilométriques. Denis Sassou Nguesso a mis un accent particulier sur le volet politique. Apparemment, c'est ce qui l'avait beaucoup plus intéressé. Il s'est dit donc satisfait du déroulement du scrutin des 4 et 10 juillet dernier, où il estime que la représentativité de la jeunesse a été conséquente et que cela constituait, selon lui bien entendu, une évolution vers une transition intergénérationnelle. Qu'en pensez-vous? Représentativité de la jeunesse, encore faut-il en avoir les chiffres, mais ce que nous avons constaté que tous les, passez-moi l'expression, vieux roublards qui étaient là, ont été reconduits, et cela par décision du Parti congolais du travail, dont le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est lui-même président du comité central, donc chef de toutes les institutions, et qui, in fine, valide les candidats qui sont appelés, qui sont acceptés à se présenter au nom de son parti, programmés pour gagner jusqu'à 80% les circonscriptions qui sont mises en jeu. Donc, dire qu'il y a eu un renouvellement de la classe politique, ce n'est pas perceptible. Mon propos ne peut pas non plus se prétendre être radical définitivement, mais enfin, ce n'est pas perceptible et nous constatons d'ailleurs par
remise en jeu des postes au bureau de l'Assemblée nationale, que ce sont les mêmes personnes d'un certain âge qui ont été reconduites, qui ont atteint des âges canoniques, 75 ans, 76 ans, 80 ans, ce sont les mêmes qui sont reconduites comme au bureau de l'Assemblée, ce sont les mêmes que nous retrouvons comme députés qui sont là depuis très longtemps. Les quelques jeunes dont on parle, il y en a très peu. D'ailleurs, la plupart d'entre eux étaient déjà là dans la législature passée. Les nouveaux qui sont arrivés, oui, il y en a quelques-uns, essentiellement d'ailleurs du parti politique du président de la République, à croire que le Congo n'a pas de jeunes ailleurs. Donc, renouvellement, il faut avoir les statistiques, mais ce n'est pas aussi perspectible que ça. La population n'a pas l'impression que c'est une nouvelle classe qui est en train de diriger le président de l'Assemblée. Je ne connais pas son âge exact, mais il est bien au-delà de 70 ans. Le premier vice-président est dans ces eaux-là. Enfin, c'est pratiquement toute une classe qui est d'une génération née avant l'indépendance qui continue à être majoritaire dans ces instances-là. Alors, transition intergénérationnelle, est-ce pour dire que le Congo n'a jamais connu les jeunes, disons, dans les instances de prise de décision? Il y en a quelques-uns. Vous savez qu'au Congo, les instances de prise de décision ne sont pas ouvertes. Ce ne sont pas des instances qui sont ouvertes à des concours, qui sont ouvertes à des promotions, qui sont accessibles à tout le monde. Donc, c'est au milieu, au sein d'un clan. Effectivement, on a un clan dans les années 2000 qui est représenté aujourd'hui par un certain nombre de ministres. Vous avez le ministre Bouya, le ministre Ndongo, un certain nombre de ministres, le premier ministre Koné Makosso, qui sont arrivés aux affaires à un moment donné, mais qui côtoient encore ceux du clan originel qui a mis en place ce régime et ce pouvoir, et qui sont là pour la plupart depuis 79 et certains même avant, hein, comme les Florent Siba et bien d'autres, ou l'ambassadeur du Congo en France, et bien d'autres sont là avant, même s'ils ont été à la lumière à partir de l'arrivée de leurs amis proches. M. Denis Sassou Nguesso à la lumière. Cette classe est encore là. Il y a très peu de pays où il y a des classes, mais cela va aussi avec l'âge du président, avec la promotion du président. Et je dis souvent que la difficulté d'avoir un chef d'État qui reste au pouvoir très longtemps, c'est que ça nous contraint à subir ses amis pendant très longtemps, à subir ses goûts pendant très longtemps, à subir sa manière de faire pendant très longtemps. Donc, on n'a pas cette possibilité d'avoir des alternances, de nouveaux milieux, de nouvelles jeunesses, de nouvelles façons de faire, bien ou mal, mais enfin, un État a besoin de se moderniser, d'avoir du sang neuf, de changer. Et voilà, nous n'avons pas au Congo, malheureusement, après 4 décennies de la même personne, cette chance d'avoir eu des générations composites. Il y a eu une parenthèse des Souba qui est 5 ans sur 40 ans, ce n'est pas grand-chose. Nous n'avons pas, et rien que cette parenthèse-là, on a quand même vu qu'il y a d'autres cadres au Congo, qu'il y a d'autres façons de faire, qu'il y a d'autres approches, qu'il y a d'autres. Ça nous a quand même permis de l'avoir et ça a apporté un plus au Congo. Mais si une telle chose pouvait arriver un peu plus fréquemment, un peu plus tous les 10 ans, tous les 15 ans, on change, on renouvelle, je crois que le Congo aurait un son composite et tous les fils, toutes les filles du Congo se reconnaîtraient beaucoup plus facilement dans les instances qui les dirigent. Aujourd'hui, c'est un clan, le même, les mêmes réseaux, le même système. Donc, difficile de parler de renouvellement, difficile de parler de jeunesse, même quand ils viennent pour faire ce que ceux qui étaient là avant eux font depuis 30 ans. Et qui sont obligés de répéter que c'est la bonne chose à faire parce qu'il n'y a pas la possibilité de critique. Difficile dans ce contexte-là de parler de renouvellement, de parler de jeunesse, très, très difficile. Et comment expliquer finalement ce paradoxe au moment où on parle de transfert, certainement de compétences, comme eux-mêmes d'abord l'appellent ça, la transition intergénérationnelle, et dans le même temps, on fait voter une loi qui augmente l'âge de la retraite dans la fonction publique à 60 ans, 70 ans. On va être honnête, j'ai été conseiller au ministère de la fonction publique sous le ministre Guy Brice Parfait Kolela, qui nous a quittés l'année dernière. J'ai été donc conseiller au niveau du ministère de la fonction publique et c'est des dossiers que nous avons commencé à suivre. La réalité est que le peuple congolais, les fonctionnaires congolais sont demandeurs de cette prolongation d'activité pour des raisons qui ne sont pas toujours bonnes. D'abord parce qu'ils ont tous peur de partir à la retraite. Un secteur qui est souvent négligé par le président. Une fois qu'on est à la retraite, c'est la misère totale parce que les retraites ne sont pas payées. Les gens peinent rien qu'à constituer son dossier. Vous avez 1 année ou 2 ans à attendre avant de percevoir la retraite pour plusieurs raisons. Parce que les salaires au Congo sont très petits, mais les gens en partant au bureau règlent des petites choses, ont des petites commissions à faire, qui leur donnent des commissions auxquelles ils participent, qui leur donnent des per diem qui complètent le salaire et ainsi de suite. Une fois qu'on vous a
enlevez tout ça et les primes de fonction et les primes de transport et les primes de je ne sais pas quoi, votre salaire est sérieusement réduit et c'est très difficile de vivre. Donc, euh, ces prolongations existaient déjà. Elles étaient faites particulièrement pour les amis et l'entourage du président. Il y en a même alors qu'on a le droit à 60 ans, on va à la retraite à 60 ans, et on a le droit de prolonger qu'une seule fois pour 2 ans. Il y en a qui arrivaient à prolonger 2 fois, 3 fois, alors qu'il n'y a aucun texte qui le dit. Et ceux-là sont des gens qui sont proches du système, qui sont proches du régime, alors que l'ensemble des Congolais souffrent pour avoir ne serait-ce qu'une prolongation d'une fois, parce que c'est doit venir d'autorisation du ministre. Donc, pour la plupart des fonctionnaires congolais, c'est une avancée pour la simple raison que maintenant tout le monde a le droit de pouvoir prétendre à aller à la retraite à tel âge si on remplit un certain type de conditions. Donc pour ce côté-là, je comprends un peu comment ça se passe. Mais d'autre part, effectivement, le mauvais côté, c'est que ça fait que une même classe politique, une même classe administrative va perdurer encore plus longtemps dans les instances, alors que la jeunesse a du mal euh, à participer à l'administration du pays, à la gestion du pays. Mais sincèrement, je pense que c'est deux problèmes différents. C'est deux problèmes différents. Qu'il y ait des places réservées pour des jeunes, vu la croissance démographique du pays, nous sommes chaque année de plus en plus nombreux. En fait, il y a toujours de la place pour faire rentrer de nouveaux jeunes, même si les plus anciens restent 5-10 ans. Et ces nouveaux jeunes-là, s'ils continuent toujours à être recrutés par cooptation, parce qu'on connaît des aînés qui font avancer des dossiers, parce qu'on fait partie de tel clan, parce que quand on est dans tel parti politique, citons-le, le PCT, encore et toujours comme un parti unique, parce que quand on est membre du PCT, le chef du PCT de votre arrondissement, de votre district, de votre quartier peut prendre les dossiers pour les emmener à la fonction publique et les faire avancer et vous êtes recruté, on n'aurait réglé aucun problème, même si on baissait la retraite à 50 ans. Donc, il faut augmenter la retraite là où c'est nécessaire. Il y a aussi des postes. Il faut savoir aussi que la génération qui va à la retraite aujourd'hui, c'est une génération qui généralement a commencé dans les années 80 ou les années 90, qui a commencé à travailler assez tard, à 35 ans parfois, et qui en fait arrive à la maturité de son service à l'approche de la soixantaine. Il n'y a pas de mal qui travaille 5 ans de plus, 7 ans de plus, les guerres se sont passées. Il s'est passé beaucoup de choses. D'autre part, il faut que l'accès à la fonction publique aux jeunes soit ouvert de manière claire, de manière transparente, que l'on puisse savoir où est-ce qu'on dépose les dossiers, où est-ce qu'on fait les concours, qu'est-ce qu'il faut présenter au concours. Monsieur Hervé Maïka, qu'est-ce qui bloque finalement, qu'est-ce qui gèle l'intégration des jeunes? Parce que depuis un certain temps, évidemment, c'est ce qui ressort, hein, et tout le monde le sait, qu'on ne recrute pratiquement plus dans la fonction publique, en dehors des petites voies détournées, comme vous venez de l'expliquer tout à l'heure. On recrute. En fait, je n'ai pas les derniers chiffres. Je les ai d'il y a 10 ans, à peu près 10 ans lorsque nous quittions ce ministère-là, 7-8 ans. À cette époque-là, on recrutait encore. Moi, je crois que nous étions de montant à 6 000 recrutements par an. Il y a des moments où ils sont bloqués parce que le FMI le demande, il y a trop, la masse salariale est trop élevée. Mais ça dure 1 année, 2 ans, 3 ans. Après, il y a des recrutements qui sont ouverts de nouveau, surtout dans les secteurs sociaux, c'est-à-dire la santé, l'éducation. Ces deux secteurs-là et les affaires sociales, bien entendu. Ces secteurs-là, qu'on appelle dans notre grille de la fonction publique les secteurs sociaux, recrutent en fait de manière permanente. Et si ça se bloque, c'est pour 1 année, 2, voire 3. Ce n'est jamais vraiment long. Il y a eu une période de blocage qui était longue. C'était après la guerre du 5 juin. La période a duré au moins 7 ans. Mais sinon, ça dure 2-3 ans. Après, on repart sur 2-3 ans de recrutement. Mais les gens ne voient pas la différence à cause justement de ce goulot d'étranglement qui sont les privilégiés. Parce que quand on vous dit qu'on va recruter des gens dans l'enseignement, ceux qu'on recrute là ne sont pas toujours enseignants. On prend beaucoup de gens qui viennent de gauche, qui viennent de droite, parce que ce sont des dossiers spéciaux. Eh ben, nous avons besoin d'un pays qui a plus de transparence, nous avons besoin d'un pays où il y a plus d'égalité, et en ce moment-là, on verra que les choses se passent assez normalement. Mais le recrutement de la fonction publique n'est pas fermé du tout. Alors, on revient donc sur le message de Denis Sassou Nguesso relativement au 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. Il s'est donc félicité du déroulement, bien entendu, des élections législatives, je l'ai dit d'entrée de jeu, et il pense que la démocratie suit son cours normal au Congo-Brazzaville, du fait d'ailleurs de l'organisation régulière des élections. Il est obligé de se raconter des histoires à lui-même et d'essayer de ne pas avoir de retour, de ne jamais faire d'interview, de ne jamais répondre à des questions. Et c'est pour ça qu'il ne le fait pas. Parce que les histoires qui se racontent sont tellement énormes qu'on ne peut pas, en toute conscience, se taire et laisser dire.
Et le peuple congolais qui l'écoute s'en amuse et ce n'est pas très bien pour lui-même et pour sa propre image. Les élections au Congo, depuis d'abord, il est arrivé en 97 en se donnant par la force, il est arrivé, ne l'oublions pas, en se donnant ensuite une espèce de mandat flexible, ce qu'on n'a jamais vu dans le monde, mais enfin, les élections devaient être organisées en 92 dans lesquelles il avait mis les conditions pour que ses opposants qui étaient encore valides et vifs ne puissent pas y participer. Déjà, ça, c'était une élection ratée, rien que pour ça. Il y est allé, il a gagné le pourcentage qu'il a eu. Certains pensaient que, bon, allez, on a eu des problèmes, il fallait tout reprendre à zéro. Et on a accepté quand même le fait. Ça a continué. Les élections en 2009, ça a été de manière, se sont passées de manière cavalière. On se rappelle très bien. Que ce soit les élections législatives, locales, c'est toujours des plaintes parce qu'ils sont contrôlés par le même parti politique, parce que les découpages électoraux sont faits de manière à privilégier certaines zones. Il faut voir la bataille qui s'est passée dans certaines localités comme Moussenjo faisait pitié, alors que la localité est suffisamment grande pour avoir deux, trois députés, et eux-mêmes s'arrangeaient si vous voulez qu'un député, un député du PCT passe, mais ils laissent les gens en voter, deux autres, ça n'a pas été fait. Et alors que vous avez des petites localités comme Olombo qui tient sur une rue, littéralement sur une rue qui a deux députés, des petites localités comme Oyo qui ne peut même pas tenir le collège qu'il y a là-bas. Le collège est trop grand pour le nombre d'habitants qui sont là, se retrouve avec deux députés, un au centre, un au... Donc déjà, rien que là, tout est faussé. La méthodologie de proclamation des élections interdit l'entrée de téléphones portables dans la salle, tout ça pour essayer de cacher chaque document. Il n'y a aucune transparence, il n'y a aucune liberté électorale. Et au final, avoir des élections qui sont proclamées dans le doute généralisé, si bien que très peu de population se déplacent aux urnes. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est le taux de participation exact, mais de ceux qui les voient dans les circonscriptions les plus vues, c'est-à-dire ceux qui sont dans les grandes villes, on se retrouve avec des taux de participation de 15-20%. J'ai vu des taux de participation lors de l'élection présidentielle de 2021. J'ai vu des documents de taux de participation qui n'atteignaient même pas 10%. Donc, si on n'arrive pas à régler ces problèmes-là, il n'y aura jamais d'élection crédible. Lorsqu'on va faire des concertations toutes les années avant de partir aux élections, mais tous ceux qui vont à ces concertations vont vous le dire, on va pour écouter le PCT, on touche nos perdièmes, on repart à la maison. Il n'y a aucun avancement sur aucun dossier, sur aucun point, sur le recensement, sur aucun point. Donc, en fait, on traîne là pour que monsieur, ça se donne une image d'un pays qui fonctionne autour d'une démocratie. Et c'est ça qu'à son discours du 15 août, il vient nous faire avaler comme étant quelque chose de réel, de concret, qui nous fera du bien. C'est inadmissible. Et pourtant, dans le même temps, les observateurs internationaux ont dit que ça s'est bien déroulé sans heurts. Les élections se sont déroulées normalement au Congo-Brazzaville. Ça, c'est la version des observateurs internationaux que nous avons reçus au Congo. Il y a des chances que si j'étais à leur place, je dirais la même chose, puisque je n'ai pas vu vraiment d'opposants venir se plaindre. Les opposants, moi, je n'ai pas vu de personnes qui ont estimé avoir été lésées et puis qui ont dit que non, les choses allaient bien, je vais envoyer une note aux observateurs internationaux. Ça aussi, ça incombe un peu à notre faute, mais pourquoi ces gens-là ne le font pas? Parce qu'ils se disent que peut-être que si je me tais, si je suis gentil, on pensera quand même à moi comme sous-préfet. Si je ne dis Oui, rien mais ça n'a pas été le cas à Bouyondi. À Bouyondi, on a vu Claudine Mounari hausser le temps parce qu'évidemment, quelque chose ne semblait pas marcher. Moi, je n'ai pas vu à quel moment ce temps-là a été haussé. Peut-être que j'ai raté une partie de l'actualité. Moi, je n'ai pas vu. C'est une théorie que j'ai entendue, je l'avoue, mais je n'ai pas vu à quel moment ce temps-là a été haussé. Elle s'est adressée au Premier ministre, je crois que c'était dans une salle. Hein, ils avaient organisé une réunion où elle a dit un certain nombre de choses au Premier ministre. D'accord, bon, c'est très bien. Supposons donc que Mouyondi était l'expression de la démocratie nationale, donc le régime de Sassou Nguesso est un régime démocratique. Excusez-moi de tout ce que je viens de dire alors tout à l'heure. C'est donc le président de la République qui a raison. Le Congo va dans le sens qu'il faut. Ça commence pour Mouyondi. Aux prochaines élections, peut-être que nous passerons à 2 circonscriptions sur 151. Continuons comme ça, calculant un peu de 5 ans en 5 ans sur 151. Le Congo sera une démocratie d'ici 650 ans. Dans ce cas, c'est très bien, ça avance très bien. C'est moi qui retire mes propos alors. L'entame démocratique a commencé. On ne savait pas qu'il suffisait juste de dire des choses au Premier ministre que ça marche. Tout le monde est au courant. Je serai certainement candidat la prochaine fois. Je prépare ma lettre au Premier ministre pour que la démocratie soit respectée. On va dire des choses comme ça. Il y en a qui m'ont même dit non plus un message. Parce qu'on avait mis un groupe électrogène pour éclairer. Bon, mais on sait maintenant que pour gagner au Congo, il suffit d'avoir un groupe électrogène. Enfin, soyons sérieux.
Mais Soit- peut-être soit- par cette élection, bien sûr, de Mouyondi, on a voulu envoyer aussi un message aux opposants pour leur dire, ben, vous avez eu tort de ne pas vous présenter, sinon si vous aviez fait comme Madame Nari, vous serez aussi élu. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est la circonscription étendard que l'on veut nous exposer. Que Madame Nam, enfin, n'oublions pas qu'au premier tour, elle était à 49, et quelques pourcents qui ont fait rire tout le monde. Les voix des équelles qu'elle les avait. On a voulu faire traîner le jeu pour que on arrive au deuxième tour et que, bon, c'est un jeu, mais je crois que les Congolais regardent. Moi, je n'accuse pas Mme Monari, entendons-nous bien, Mme Monari, qui est une grande sœur, je ne l'accuse pas de jouer à ce jeu, mais je soupçonne avec quelques arguments avec moi. Je soupçonne le président de la République et son clan d'essayer de nous faire passer cet exemple comme étant justement le symbole de la démocratie au Congo. Un député sur 151. Moi, je le soupçonne de jouer dans ce jeu. En tout cas, moi, je ne tombe pas dedans. C'est le président Denis Sassou Nguesso, comme l'a déclaré la députée princesse Mwangassa hier, qu'elle était à l'Assemblée parce que le président de Bigla lui a fait confiance. Ça ne m'a pas surpris parce que c'est ce que nous savions, c'est ce que nous avons appris, c'est ce que nous avons compris. Donc, c'est cette confiance du président de la République qui fait qu'ils sont là. Voilà, le président de la République se laisse aller à accepter des députés qui ne lui feront pas de l'ombre, dont il a reconnu l'inoffensivité. Et d'ailleurs, on va le voir dans les jours à venir. C'est même pas compliqué de dire est-ce que tu prêtes des intentions à quelqu'un. On va le voir. L'opposition n'est pas un badge que l'on porte. L'opposition est une attitude. On va voir qui est l'opposition qui ne l'est pas. Le président de la République vient de parler. Moi, j'y suis allé à chaud, j'ai répondu, vous m'avez invité, je réponds encore. Mais dans toutes les démocraties du monde, on commente le discours du président de la République, surtout l'opposition plutôt que le pouvoir. On est là, on est au deuxième jour, le troisième jour va passer, les opposants vont faire de l'opposition. C'est le terrain qui va nous dire qui est à l'opposition, qui ne l'est pas. Ce n'est pas moi qui vais désigner les opposants et ceux qui ne sont pas opposants. Alors, il y a aussi un volet social, bien entendu. Denis Sassou Nguesso est revenu sur le plan de résilience pour subventionner, a-t-il dit, les denrées alimentaires non produites au Congo, au Brazzaville. Avant de continuer, j'allais vous poser la question de savoir si le Congo produit encore. Bien évidemment, bien évidemment. Le risque, c'est toujours la radicalité de dire zéro, rien. Non, ce n'est pas possible. Le Congo produit encore. Le Congo exporte encore des matières agricoles. Le Congo produit encore des matières agricoles qu'il consomme. L'essentiel du manioc qui est consommé au Congo n'est pas importé. Cela peut arriver dans des périodes particulières. Bon, allez, il y a quelques sacs qui peuvent venir de la RDC voisine, pourquoi pas. Mais l'essentiel du manioc, qui est notre aliment de base, qu'il soit fait sous base de farine de manioc, le foufou, ou sous base de pain de manioc qu'on appelle chez nous kwanga, est produite par les Congolais localement et ça suffit à la population. On n'a jamais de pénurie ou de famine due à ça. Le Congo produit encore, mais hélas, pas suffisamment et trop peu de choses. Il faut produire tout un tas de produits dont nous avons besoin, que nous consommons quotidiennement, parce que pour utiliser ce fameux manioc, il faudrait de l'oignon que nous importons du Cameroun, il faudrait des tomates qui viennent souvent de la RDC, il nous faudrait tout un tas d'autres choses. Autour du piment, même, nous importons du piment. Nous importons des safous. Comme l'a dit le président, nous importons énormément de choses. Il y a le haricot qui est produit par-ci, par-là. Il y a des choses, mais ce n'est pas suffisant. Pour cette question de la production, en tout cas, oui, le Congo produit, mais encore trop peu, et nous sommes encore très dépendants des importations. Que dites-vous finalement, puisque nous parlons du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo, et à la date d'aujourd'hui, à moins que les chiffres puissent changer, mais le Congo importe à plus de 700 milliards de francs CFA chaque année des produits alimentaires. Nous avons 62 ans d'indépendance pour une population de 5 millions d'habitants. Comment expliquer cela? Ça s'explique pour beaucoup par la fameuse, ce qu'on appelle la malédiction du pétrole. Il faut avoir donc l'ambition, le courage de changer notre dynamique économique. Et pour le changer, évidemment, il y a une vidéo de l'ancien Premier ministre André Milongo de 92 qui circule encore sur Internet en ce moment, ces derniers temps, où il revenait sur la même chose, c'est de relever le niveau de vie de notre paysannerie, c'est de permettre à la population paysanne de produire plus d'aliments en les aidant, en les soutenant, en leur donnant du crédit, en leur donnant l'accès à la propriété, en leur donnant l'accès à la mécanisation, aux techniques agricoles modernes pour qu'ils puissent réussir donc cette augmentation de la production qui sera de l'augmentation des importations agricoles, qui sera de l'augmentation des devises dans les pays ne dépendant plus
plus des devises pétrolières, des devises minières, voilà quoi, rentrer dans un cycle économique sain. On a un problème, vous savez, c'est comme j'ai dit, 40 ans de pouvoir, les mêmes personnes qui ont les mêmes visions, c'est extrêmement difficile de leur faire changer leur façon de voir et d'avancer. En tout cas, pour ce qui est du Congo, ils ne changent pas, ils n'avancent pas, ils ne nous amorcent pas dans des schémas de développement. Aujourd'hui, ils construisent des routes, oui, c'est pour ça que je dis, il ne faut jamais dire qu'ils n'ont rien fait. Mais ces routes qui sont en train de construire par-ci, par-là, n'ayant pas de soubassement économique, n'ayant pas de production économique qui va traverser sur ces routes, j'en ai visité plusieurs. Vous prenez la route qui va vers Etumbi, vous arrivez sur cette route, il y a une voiture qui passe toutes les 2 heures. Et c'est une voiture de l'État, ministère de l'Enseignement, ministère de l'Agriculture, et ainsi de suite. Mais sinon, il n'y a pas de voitures commerciales. Ce sont des routes, des milliards qui sont jetés, des ponts entiers qui sont créés. Vous avez un véhicule par heure qui passe. Mais il y a même des routes, vraiment, c'est beaucoup moins que ça. Tout ça parce qu'il n'y a pas eu cet accompagnement-là des populations. On a mis des routes et on a dit aux populations, débrouillez-vous. Mais avec une roue, si on peut faire 200 mètres de champ tous les jours, on fera toujours 200 mètres de champ tous les jours. Donc, il y a cet accompagnement qui manque et d'une certaine façon, on n'en parle jamais. Quand on nous parle d'économie, ce sont des fonds d'économie rurale, ce sont des fonds que l'on va créer, qu'on va donner à disposition d'un ministre qui va les distribuer à des citadins, des fonctionnaires, des membres du clan, d'autres DG. Et c'est toujours dans ce cycle-là qu'on n'arrive pas à sortir. Donc, il faut encore une fois plus de transparence, encore une fois plus de participation de plus de personnes, chacun a ses compétences, chacun a ses niveaux, pour pouvoir arriver à faire fonctionner les choses. Oui, évidemment, les populations peuvent produire. Le problème, c'est d'évacuer ces produits parce que nous avons vu sur les images aussi qui circulent sur les réseaux sociaux comment, par exemple, la Likwala est coupée carrément et totalement désenclavée où les gens ne peuvent même pas se rendre à Brazzaville. Et il y a des routes qu'on construit, par exemple, mais 6 mois après, ben, elles se détériorent. Tout ça aussi, c'est un problème. Mais en fait, ma question, j'insiste sur, bien sûr, l'importation donc à hauteur de 700 milliards de francs CFA pour une petite population de 5 millions d'habitants. Le Congo a connu quand même un bon début d'industrialisation sous l'ère Massamba Deba et tout le monde en parle. Que s'est-il passé finalement pour qu'on se retrouve aujourd'hui pratiquement sans unité de production? Pour qu'on arrive à importer à hauteur de 700 milliards. C'est énorme tout de même, 700 milliards. C'est énorme, mais revenons sur l'industrialisation à l'époque de Massamba Deba, justement, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a eu du mal à être pérennisé et qu'on ne dit pas assez parce qu'on est trop dans les camps lorsqu'on raisonne. Et encore une fois, dans ma présentation, un élément important n'a pas été dit. Je suis expert du développement, je travaille pour l'Agence française de développement depuis quelques années. Et ce qui n'a pas marché dans cette question-là de notre industrialisation, c'est aussi parce que on avait des usines dont la plupart des intrants, ce qui doit rentrer dans l'usine, étaient importés. Vous avez une matière première qui est sur place, mais en dehors de la matière première, tout le reste dans l'usine a besoin est importé. Des diplômes jusqu'aux petites huiles pour faire graisser les machines, jusqu'à tout. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse recommencer le développement par le commencement. Et le commencement, c'est la promotion agricole. Et que les premières industries soient vraiment des industries d'agriculture, de consommation interne qui nous enrichissent nous-mêmes, qui mettent nos Congolais au travail. Pas des usines où on produit des choses qui sont vouées à l'exportation. Il en faut aussi, parce qu'on a besoin aussi d'une agriculture de ce type, mais il faut beaucoup d'agriculture interne. Ce ne sont pas la faute. Au début, pratiquement tous les Africains faisaient ça, mais avec le temps, on s'est rendu compte que ce n'est pas la bonne manière de faire. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Donc, Monsieur Sassou doit. C'est difficile de demander à un aîné qui a 80 ans de changer. C'est difficile de demander à un aîné qui a 40 ans de pouvoir de faire autrement. Oui, mais Monsieur Hervé Maïka, il a 80 ans maintenant là. Quand il est arrivé au pouvoir, il avait encore, je crois, dans l'ordre de 40 ans par là. Il était encore très jeune et lorsqu'on parle du Congo, c'est quand même 40 ans de pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Oui, justement, c'est 40 ans de méthode. Cela ne peut pas, on ne peut pas l'excuser pour ça. C'est 40 ans de méthode, justement, qu'il a commencé à l'époque, pour lesquelles il a du mal à évoluer, pour lesquelles il a du mal à changer. Aujourd'hui, dans son discours, dans ce même discours, et toujours sur le volet politico-économique, il a parlé de la question du transfert des compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Si on pouvait insister au moins sur ce point-là, ça sera au niveau de chaque territoire qu'on étudiera les besoins qu'on a, qu'ils comprendront le besoin des populations, les besoins des travailleurs, les besoins des agriculteurs. Mais il n'est pas
pas habitués à fonctionner de manière aussi décentralisée, ils fonctionnent toujours de manière centralisée. Si bien que même la démocratie locale, il ne pourra pas la faire fonctionner pour la simple raison que ce n'est pas dans ses habitudes, ce n'est pas dans sa méthode. Il a envie de savoir qui est où, qui fait quoi et à quel ordre il obéit, à quel ordre que lui il a donné, il obéit. Donc nous sommes dans ce blocage de la longueur du pouvoir. Moi, je ne souhaite pas la mort de Denis Sassou Nguesso, surtout pas, je demande à personne de souhaiter la mort des gens, surtout nos aînés. Moi, j'aimerais bien qu'ils vivent longtemps, je veux voir des Congolais centenaires. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il s'agit de bloquer, de phagocyter tout un pays au rêve d'un individu qui, à un moment donné, peut ne plus en avoir, peut ne plus avoir d'ambition, peut avoir tout essayé. C'est pas, peut-être pas qu'il est mauvais, mais il n'y a plus de marge. Il n'y a plus de possibilité de progression. Il y a un moment donné où ça arrive, on est bloqué. On est tous des Oui, humains. mais quand c'est comme ça, on fait quoi exactement? Lorsqu'on sait qu'on n'avance plus, qu'on n'a plus d'imagination, qu'est-ce qu'on fait? Mais On moi, ce que cède je la place aux autres ou non? suggérerais aux Congolais, au président de la République, c'est de commencer à penser à sa sortie. Et ça ne serait pas trop tard. Ça ne serait qu'un bien. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses, pas bien, mais la manière dont on finit des choses peut vous rattraper, peut être quelque chose qui finalement, on finit par vous honorer en oubliant tout ce qui s'est passé avant. Beaucoup de gens dans l'histoire se sont retrouvés dans cette situation-là. Le président de la République est resté au pouvoir beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Il ne s'agit pas de dire, oui, mais si le travail continue. Le travail ne s'arrêtera jamais. Le développement d'un pays ne s'arrête jamais. Il y a toujours des choses à faire. Mais au moment où nous sommes dans une espèce de fin d'un cycle. Peut-être ça fait 10 ans que nous sommes dans la fin de ce cycle où le rêve qu'il pouvait avoir, je suis sûr qu'il en avait un. Moi, vraiment, je vous assure que le radicalisme, ce n'est pas moi. Denis Sassou Nguesso 79 a apporté un nouveau vent. Il n'y avait plus de criminalité dans le pays, de criminalité politique. Il a eu des projets, l'argent a été gaspillé, mal géré. Mais en fait, la volonté était là. Elle était là. Cette volonté-là, à un moment donné, ça ne marche pas. C'est fini. Il a fait le travail qu'il a fait. Nous le remercions pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a raté. C'est un humain, il peut rater, mais il est temps que Denis Sassou Nguesso pense à transmettre le flambeau, au choix de ceux que les Congolais auront choisi, tout simplement. Et pour ça, je n'ai pas de langue de bois. Là-dessus, aucune. Non, mais c'est parce que peut-être on ne va pas tirer en longueur sur les crimes politiques. Vous avez dit qu'il a pacifié le Congo. C'est quand même discutable. Mais bon, le sujet aujourd'hui, ce n'est pas celui-là. Alors, je vais revenir, puisque tout à l'heure, Je vous avez parlais de dit qu'il a 79, parlé hein. du transfert de compétences vers les collectivités territoriales. On se rend bien compte que finalement, il est en train de tourner en rond. Parce que ce transfert plutôt de compétences vers les collectivités territoriales, c'est un dossier qui date de très longtemps, depuis 2003, je pense. Il est même revenu sur, je crois, un de ses discours, ou bien une phrase comme ça qu'il a encore répétée. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme est un peuple qui n'est pas libre. Nous avons entendu ça dans les années 80. Donc, on a l'impression qu'ils tourneront, qu'ils n'évoluent pas et probablement qu'il n'essaie même pas de regarder comment évoluent les choses. C'est comme s'il était déconnecté de la réalité congolaise. Il est déconnecté de la réalité, il vit dans ses propres discours. C'est ça le problème, c'est ça qui nous a fait mal. Il vit dans ses propres discours. Aujourd'hui, lorsqu'il dit qu'il faut transférer, qu'il faut faire le transfert des compétences vers les régions et développer l'agriculture, mais l'agriculture devrait être une compétence régionale. C'est justement ça, il faut donner des fonds à des régions, mais avec des conseils régionaux, des conseils départementaux, parce qu'on n'a plus de régions, des conseils départementaux, des conseils municipaux qui ont des véritables pouvoirs, qui ont des véritables capacités de décision sur les questions économiques qui les concernent et qui ont de l'argent nécessaire pour pouvoir investir directement dans leur localité, parce qu'ils connaissent leurs agriculteurs, parce qu'ils connaissent leurs besoins, parce qu'ils peuvent faire des études sur leur sol, parce que c'est à eux de s'occuper de ces questions-là. Et même à un moment donné, c'est un débat que nous avions à Paris il y a quelques années, avant que je ne retourne au Congo, c'est un débat que nous avions. Beaucoup d'opposants espéraient qu'avec la décentralisation, parce que cette loi, effectivement, elle est de 2003, elle est de juillet 2003, si ma mémoire est bonne. On se disait qu'avec la décentralisation, bon, ça va permettre peut-être que Sassou ne veut pas nous voir dans la capitale. On va rentrer chacun dans sa région, aller battre campagne pour être un élu régional et en tant qu'élu régional, apporter sa force, aller voyager à travers le monde et faire venir des investisseurs dans sa région, au pool, au plateau, dans la cuvette, dans les machins, dans sa région pour venir se battre pour qu'il y ait des investissements, amener des tracteurs, faire connaître sa région, créer des sites internet pour sa région et ainsi
ainsi de suite, et se battre, construire les lycées de sa région. C'est ça le transfert des compétences. Ces compétences ont été fixées, les compétences qui reviennent à l'État, c'est-à-dire à la structure globale, et aux collectivités territoriales ont été séparées depuis cette loi de 2003, mais qui n'a jamais été appliquée. Jamais été appliqué. En tant que conseiller au ministère de la fonction publique à la fin des années 2000, j'ai participé à certaines réunions, à certains travaux qui se terminaient en queue de poisson parce qu'on arrivait toujours au problème de céder plus de pouvoir et plus d'autorité au niveau des conseils régionaux, que ça ne soit pas maintenant, toujours ça a été favorisé par le PCT. Tous les conseils régionaux sont dirigés par un membre du PCT qui est nommé depuis la capitale. Voilà, tout ça nous empêche vraiment de mettre en place de véritables politiques participative, parce que le transfert des compétences, c'est la démocratie locale, on appelle ça, la démocratie participative des gens concernés qui agissent sur leur propre terrain, sur leur propre sol. L'État central gérant les grandes questions, donnant les grandes orientations de politique générale. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, les conseils municipaux, les conseils départementaux dont nous parlons, les employés qu'ils ont là-bas, mais certains ont jusqu'à 30 mois de retard de salaire. 30 mois, 27 mois, 15 mois. Donc, quasiment la totalité des conseils départementaux et des conseils municipaux de la ville de Brazzaville. Leur salaire doit venir, et ce qu'ils ont comme transfert de l'État aujourd'hui se limite au salaire. Maintenant, on va leur transférer le fait de gérer des enseignants, de gérer le personnel de santé, de gérer le personnel d'agriculture, de gérer le financement. Enfin, j'aimerais bien voir ça, mais il y a tout un processus à faire qui n'a même pas commencé. On reste dans le discours. Alors, dans son message, il y a quelque chose que j'ai noté. Il n'a pratiquement pas parlé de l'éducation ni de la santé. Est-ce que c'est un oubli ou simplement parce qu'il a voulu faire un message très court, très concis? Il n'a parlé ni d'éducation, ni de santé, ni d'affaires sociales, ni de beaucoup de problèmes saillants du Congo, ni d'actualités assez blessantes, comme ce qui s'est passé, qui a soulevé l'émotion dans la Likwala, avec un accident bête qui a emporté la vie de gens, qui les a arrachés à l'amour de ceux qui les aimaient. C'est vraiment fort dommage. Et la Likwala, c'est un très bel exemple, un très bel exemple d'une zone qui vraiment, sous des prétextes fallacieux que c'est inondé, c'est compliqué, c'est je ne sais pas quoi, il n'y a personne qui fait grand-chose de la Likwala. Les travaux commencent, s'arrêtent au milieu. Si on avait préparé l'émission quelques jours avant, je vous aurais transmis des photos parce que j'en ai plein. J'y ai été. Vous avez dans beaucoup de localités. J'ai été à Betou, à Liranga, à Epena, à Dongu. Je connais toutes ces localités, à Enyele. Et dans ces localités, vous avez les résidences de sous-préfets qui sont inachevées depuis la première municipalisation. Vous avez des bureaux, il y a des photos qui circulent sur Internet, beaucoup sont fausses, il y a beaucoup de trucages. Moi, ce qui concerne la Likwala, je vous assure, croyez-les, je les ai vus dans mes yeux, j'ai des photos de mon propre appareil téléphonique et la situation n'a pas changé. Le conseil, les conseils régionaux, départementaux, les bureaux de l'État sont construits ailleurs, dans l'Ikwala, quasiment rien n'est fait. Quand vous entendez dire que voilà, le président Sassou Nguesso a vaincu la Vasière, qu'il a fait des routes qui sont arrivées jusqu'à l'Ikwala, mais ce sont des routes qui vont pratiquement de Pokola, c'est la route qui va vers Epena. Ça s'arrête à Epena, c'est 80 kilomètres. Et ensuite, il faut continuer encore sur des kilomètres pour atteindre Mfondo qui n'a jamais été atteint. L'Iranga n'a jamais été atteint. Il y a autant de localités qui n'ont jamais été atteintes. C'est une région extrêmement enclavée. Et qu'on ne nous dise pas que c'est parce qu'il y a de l'eau. Mais enfin, on sait construire des routes là où il y a de l'eau. C'est quoi ces arguments-là? Nous sommes au 21e siècle. Parce que beaucoup n'ont peut-être pas compris. Pourquoi les habitants de ces localités-là se sont énervés à cause d'un simple accident? Mais c'est parce que c'est trop. Il y a trop d'abandon. Il y a trop d'abandon. Et cet abandon-là, c'est vrai que tout le Congo n'est pas développé, mais la Likwala, on souffre de manière particulièrement grave et particulièrement saillante. Ils avaient le droit. C'était normal qu'ils puissent hurler leur ras-le-bol. Maintenant, une fois qu'on a fini de hurler leur ras-le-bol, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voter PCT dans l'urne. Ou si c'est le PCT qui a triché. Une fois que le PCT a triché, on est rentré à la maison ou on est allé voir le cousin pour qu'il te trouve un emploi pour qui. Voilà, le problème est au peuple, le problème est à l'État. Nous exagérons nous-mêmes, il faut que nous puissions le reconnaître. Le problème est au peuple. Alors donc, on va terminer par cette dernière question puisque le temps est presque à la fin. Alors, vous le savez que le Congo-Brazzaville traverse une crise politique sans précédent depuis 2015 et une crise qui s'est accentuée avec les arrestations arbitraires du général Jean-Marie Michel Mokokou et du député André Okombi-Sadissa en 2016. À la date d'aujourd'hui, rien ne laisse présager une moindre décrispation de cette crise. Alors, quelle alternative pour juguler cette crise politique qui mine le Congo actuellement?
Euh, L'affaire des élections de 2016, encore une fois, je rappellerai que j'y ai participé depuis 2015 et 2016, j'y ai participé en qualité de directeur national de campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko. Effectivement, l'histoire nous a toujours donné raison. Il n'y a aucune analyse qui nous a donné tort, que le changement de la Constitution était une erreur, que c'était anticonstitutionnel, mais il le savait. C'est le goût du pouvoir, l'envie de ne pas partir, de rester, de prolonger, qui a fait que nous en sommes arrivés là. Maintenant, le problème, c'est que le défaut en politique, c'est que le temps finit par légaliser ce qui n'était pas légal au départ, sans le légitimer, parce qu'il y a une différence entre la légitimité et la légalité. Vous avez constaté que malgré tout, je suis parti du Congo parce que nous étions menacés. J'appelle M. Sassou Nguesso, M. le Président de la République, parce qu'il faut regarder les faits comme ils sont. C'est lui qui engage la responsabilité du Congo, c'est lui qui signe. Donc c'est un peu le défaut des crises politiques qui durent parce que le temps finit par légaliser ceux qui sont au pouvoir, même s'ils n'ont aucune légitimité. Et surtout s'ils n'ont pas froid aux yeux, si vraiment ils n'ont aucune gêne, aucune honte à usurper le pouvoir et à passer par la fraude, ils vont continuer comme ça pendant longtemps. Donc malheureusement, c'est dans cette situation-là que nous sommes retrouvés. Nous essayons de discuter, de nous battre, d'essayer d'échanger les uns avec les autres pour arriver à la libération du général Mokoko. Les échanges continuent, les contacts continuent. Ce n'est pas un dossier facile parce qu'il relève d'un certain nombre de principes parfois personnels, parfois de peurs politiques, parfois d'entourage qui voudrait qu'une transition se fasse d'abord avant de... Enfin bref, c'est un dossier dont on ne peut pas parler avec tous les détails parce que la plupart des concernés sont encore sous la menace directe de ce pouvoir-là. C'est d'ailleurs, si vous constatez que j'ai décidé de prendre la parole pour m'adresser aux Congolais et au président Sassou à cette occasion-ci, ce que je n'ai pas fait pendant des années, j'ai laissé d'autres en faire cette responsabilité-là parce que moi-même, j'étais trop impliqué dans un certain nombre de démarches et d'attitudes visant à régler justement, en tout cas dans mon camp, dans ce qui restait de mon camp. Hein. Je ne sais pas ce que faisaient les autres candidats à cette élection-là qui ont été déçus. Je parle de Kombi Salissa, je parle de Guibris Parfait Kolela, je parle de Madame Monari, que j'ai soutenu. Je soutenais de manière générale l'ensemble de tout ce qui était là, mais je suis plus au fait des dossiers concernant le général Mokoko. Donc, ce sont des dossiers qui, beaucoup de gens sont encore en prison là-dessus. Il y a encore des choses qui ne peuvent pas être dites, mais le dossier politique, malheureusement, nous serons obligés tous de rattraper l'actualité là où il est, c'est-à-dire que nous sommes en 2022 aujourd'hui. Une autre élection a eu lieu entre-temps, qui a laissé un mort sur la route, il ne faut pas l'oublier. Guy Brice Parfait Goïla, qui est tombé en chemin, qui a été mon compagnon de route aussi pendant longtemps, est tombé en chemin. Donc, malheureusement, l'histoire ne revient jamais en arrière. Et je le dis beaucoup à des amis, j'ai beaucoup d'amis de l'UPADES, à qui je dis beaucoup, qui continuent à vivre dans une espèce de rengaine du pouvoir perdu il y a de cela 25 ans. Je leur dis, si vous voulez qu'on avance, il faut que vous sachiez où est le calendrier aujourd'hui. Donc, et ça ne veut pas dire, ça veut dire qu'on aille au PCT. Je dis, je ne suis jamais allé. Je leur ai jamais demandé de m'adhérer, je leur ai jamais demandé de me pendre. J'ai même coutume parfois de dire que ce soit moi, on s'est entendu, qu'on ne s'entendra plus jamais. Donc, le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est qu'il faudrait réaliser que nous sommes aujourd'hui en 2022 et nous prendrons forcément le temps en marche. Personne ne reprendra le comptage des élections de 2016 ou de 97. Donc, voilà un peu la situation. Elle est assez complexe, elle appelle beaucoup de réalisme. Il ne faut jamais abandonner les collègues qui sont avec vous, qui trébuchent parce qu'ils ont reçu une balle ou qui sont en prison. Il faut toujours les accompagner, toujours être avec eux. Mais en même temps, moi, chaque fois que j'ai eu des échanges avec le général Mokoko, c'est tout ce que vous pourrez faire dans le sens du renouveau, dans le sens du succès de tout le monde est une bonne chose. C'est ce qu'il disait à Mme Onari, c'est ce qu'il disait à Mirassa, c'est ce qu'il a toujours dit à tout le monde. On continue, la lutte continue, essayons de faire à ne pas oublier cette population qui nous a suivis, qui nous a fait confiance et qui a encore beaucoup d'espoir en elle et que nous pouvons peut-être donner quelques réponses. Oui, mais quelle alternative face, bien sûr, à l'alternance politique qui est confisquée depuis pratiquement 25 ans? Quelle alternance politique? Quelle L'alternative, à mon avis, alternative? c'est le soutien, c'est la force des Congolais. C'est aux Congolais de se mettre ensemble pour commencer à changer. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera un Rambo pendant que tout le monde est chez lui à la maison qu'il se bat. Ça ne sera pas possible. Nous ferons peut-être une émission sur cette question de l'alternative. Qu'est-ce qui fait que le régime Sassou reste encore en place? Qu'est-ce qui fait qu'il semble inébranlable? Qu'est-ce qui fait qu'il semble éternel? Qu'est-ce qui fait que ce sont des questions qu'il faut réfléchir tous ensemble, mais tout va commencer par la volonté du peuple congolais de montrer son ras-le-bol, de montrer qu'il veut changer les choses.
Peut-être sans violence, peut-être sans... voilà, on peut parler poliment aux gens, mais on peut être ferme tout en étant poli. Ça vient du peuple congolais. Il n'y aura pas un Rambo qui, à lui tout seul, va arriver, va tuer tout le monde, va casser tout le monde, va tout mettre. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est ensemble avec la volonté, la détermination et le courage. Arrêtons de fuir. Même les cadres, je ne parle pas que ceux qui sont, même les cadres. Beaucoup de gens m'appellent. Moi, j'ai fait un discours, j'ai critiqué le discours du président de la République. On m'appelle, on me conseille, on me chuchote, mais ces gens-là ne veulent pas apparaître au grand jour. Ils ne veulent pas paraître parce qu'ils attendent leur chance. Parce que peut-être que si Sassou ne voit pas que lui aussi il critique dans un coin, peut-être qu'il aura la nomination au poste qu'il veut, au grade qu'il attend, à la retraite. Voilà, c'est tout ce climat-là, peut-être que j'aurais un peu, qui fait qu'on n'y arrive pas. En tout cas, vous serez toujours le bienvenu sur notre plateau. Merci, monsieur Hervé Maïka, d'avoir été avec nous, mais surtout d'avoir disposé tout ce temps pour nos téléspectateurs. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis, likez, partagez. Si vous nous avez rejoints pour la première fois sur Ténart TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochaines productions. On se dit donc à très bientôt et merci. Merci beaucoup.